Bonjour à toutes et à tous. On continue notre discussion afin de mener des interprétations quantitatives en sociologie et on continue plus précisément la discussion sur les analyses factorielles. On va voir maintenant en fait comment fonctionnent exactement les analyses factorielles et je vais reprendre en fait pour ça des données qui sont présentes dans un ouvrage de Philippe Cibois intitulé Les méthodes d'analyse d'enquête aux ENS éditions publiées en 2015. Vous avez la référence bien sûr ici. Donc je reprends les données parce que je trouve qu'elles sont vraiment très très intéressantes parce qu'elles sont assez concises, elles sont pas extrêmement vastes. Il nous propose des plans qui sont très lisibles et elles portent sur une thématique que vous allez découvrir dans quelques secondes, en sociologie politique, qui sont, je pense, assez parlantes, assez faciles à se représenter. Y mettre du sens n'est, je pense, pas très, très compliqué, quoi. Donc voilà, je reprends en fait un petit peu la discussion que Philippe Cibois propose dans cet ouvrage. Et simplement, vous allez voir aussi, en ayant vu comment fonctionnait le Q2 dans un premier semestre, on a déjà en fait fait une partie du travail qu'on va poursuivre ici. Donc, lorsqu'on conduit une enquête, on part en fait des données récoltées pendant l'enquête, qui correspondent donc à ce qu'on appelle les effectifs observés. Donc ils sont présents dans un tableau dans lequel on va croiser deux variables. On a ici donc l'intérêt vis-à-vis de la religion et également la position politique. Ok. Intérêt vis-à-vis de la religion, position politique. On va se focaliser plus particulièrement sur une cellule de notre tableau, le 24 ici, qui est donc au croisement des individus qui se déclarent de droite et qui déclarent avoir un intérêt fort pour la religion. Alors simplement, on a le tableau qui sont donc les résultats d'une enquête. Bien sûr, on laisse de côté toutes les questions en termes de construction en fait de ces données-là, notamment est-ce qu'on est vraiment sur du déclaratif, ce que je viens de dire, mais bien entendu, si on faisait vraiment une analyse sur les données telles que celle-ci, il faudrait en fait aller voir la documentation de l'enquête pour voir si quelles ont été les questions qui ont été posées aux individus et donc quel est le sens exact des données qu'on a là. On imagine que c'est du déclaratif et donc que les individus ont déclaré quelle était leur position politique et quel était leur intérêt vis-à-vis de la religion. Bien sûr, vous avez les individus totaux aussi qui vont être importants pour la suite. La deuxième étape dans notre travail, ça va être donc de calculer des effectifs théoriques. Les effectifs théoriques, on les calcule donc de la façon suivante, total colonne divisé par effectif total fois total ligne, et ils vont rendre compte de la situation fictive, de la situation théorique, dans laquelle les deux variables seraient complètement indépendantes. Qu'est-ce qui se passerait si, donc, à partir des marges qu'on a dans notre tableau, les individus étaient répartis sans qu'il y ait donc d'influence d'une variable sur l'autre? Bien entendu, rappelez-vous, on conserve les mêmes marges ici, que ce soit en colonne ou bien ici également bien sûr. On a donc dans tous les cas les mêmes marges dans nos deux tableaux. Et donc 15,8, on l'obtient en faisant donc 112 fois 72 divisé par 512. Et donc ça nous donne les différentes valeurs. Je continue, donc on est bien d'accord, je vous rappelle la formule, donc on dit que le tableau est calculé par ses marges, quand on le calcule justement à partir des totaux. On poursuit à partir donc de ces deux tableaux, donc le tableau des effectifs observés et le tableau des effectifs théoriques, on peut calculer maintenant ce qu'on appelle les écarts à l'indépendance. Donc on obtient 8,3 pour la cellule qui nous intéresse. On fait tout simplement effectif observé moins effectif théorique. Donc on est d'accord, 15,8 moins... pardon, j'ai pas remonté assez. 24 dans les effectifs observés, moins 15,8, et on obtient 8,3. Je continue, donc on fait cette soustraction-là, et donc dans la mise en forme là, des données, on a choisi donc de mettre des valeurs en rouge lorsqu'elles sont négatives, c'est-à-dire lorsque les effectifs théoriques sont donc plus importants bien sûr que les effectifs observés. Si on reprend un petit peu le travail qu'on a fait à ce niveau-là, on a donc dit que les effectifs observés sont égaux aux effectifs théoriques plus les écarts d'indépendance. Puisque bien entendu, si on dit que les effectifs observés moins les effectifs théoriques sont égaux aux écarts d'indépendance, on peut en fait inverser la relation. Okay, on arrive à ça. Les effectifs observés sont égaux aux effectifs théoriques
plus les écarts à l'indépendance. De façon imagée, ce qu'on vient de faire, c'est donc on a pris nos effectifs observés et on les a décomposés en 2 tableaux différents, 2 tableaux intermédiaires. Et donc, de façon imagée, on pourrait dire que les effectifs théoriques, T0 ici, sont presque égaux aux effectifs observés, ou plutôt que les effectifs observés soient presque égaux aux effectifs théoriques, si on comprend bien que ce presque égal veut dire que pour être vraiment égal, il faut ajouter les écarts à l'indépendance. Et en fait, ce qu'on va faire dans l'analyse factorielle, c'est une poursuite de cette logique-là, une poursuite de cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un tableau, un premier tableau, dont on va chercher à rendre compte en le décomposant avec une approximation qui sera imparfaite et qui nous laissera un reste, qui nous laissera un quelque chose. Donc on part d'un tableau, on le décompose en une approximation qui nous laissera quelque chose. Et ensuite on verra comment ce quelque chose va elle-même pouvoir être décomposée. Donc c'est ça qu'on fera dans l'analyse factorielle. Je vous l'ai représenté à travers ce petit schéma entre guillemets. On a donc les effectifs observés, on peut avoir les effectifs théoriques et les écarts à l'indépendance. Et ensuite on peut se demander, ces écarts à l'indépendance, qu'est-ce que c'est? Et bien, les écarts à l'indépendance, on va avoir une approximation des écarts à l'indépendance et un nouveau reste. Et pareil, on va se dire, ce reste, il est égal à quoi? Ce reste, il est égal à l'approximation du reste, plus un nouveau reste, et on poursuit la logique comme ça, de décomposition et d'approximation. Rappelez-vous, bien sûr, on parle d'approximation, hein, on a toujours la même idée là, d'idéotype, comme on l'a dit dans la vidéo précédente. Si on regarde exactement ce que ça donne, l'approximation des écarts à l'indépendance, qui est donc l'étape suivante de notre travail, pour faire des analyses factorielles, on obtient ça. Et en fait, on va calculer également donc, par les marges, coefficient marginal ligne fois coefficient marginal colonne. Donc moins 2,854 fois moins 3,147. Qu'est-ce que c'est que les coefficients marginaux? Eh bien, tout simplement, les coefficients marginaux, en fait, on les calcule par un algorithme qui est complexe et qu'on va pas du tout évoquer dans le cours. On va pas du tout les travailler. Dans l'ouvrage de Philippe Cibois, ils sont un petit peu évoqués dans un annexe, mais l'auteur indique bien que c'est je veux dire, même pour les sociologues qui travaillent ça reste une boîte noire, en fait. Enfin, c'est des fonctionnements mathématiques qui sont poussés, et que la plupart des chercheurs, en fait, laissent de côté. Aujourd'hui, c'est calculé, en fait, bien sûr, numériquement, quoi. Et ils vont pas être centraux, donc, pour l'analyse qui est la nôtre. Et surtout pour l'interprétation des données, hein, puisqu'on se rappelle, on cherche pas à rentrer dans le détail du fonctionnement. C'est valable pour le coefficient marginal, mais ce sera aussi valable pour plusieurs éléments ensuite. C'est vraiment la logique là qui nous intéresse. Donc on a nos approximations des écarts, à marquer que certaines valeurs sont positives, d'autres sont négatives dans les croisements des modalités. Le reste, ça va tout simplement être écart à l'indépendance moins approximation des écarts à l'indépendance. Tout simplement, on retrouve la même logique que dans notre tableau donc d'effectifs théoriques et d'écart aux effectifs théoriques. Donc d'écart à la situation d'indépendance. Notre reste, donc, il nous permet de voir aussi que les coefficients marginaux qu'on a toujours aussi dans le tableau de reste ne sont pas les mêmes que dans le tableau précédent, dans le tableau des approximations des écarts d'indépendance. On va en fait avoir des coefficients marginaux qui vont être éloignés de zéro, différents dans nos deux tableaux. Je vais vous les comparer, voilà. Par exemple, remarquez bien que pour droite ici, on a moins 3. Gauche, on a 3,6. Remarquez qu'ensuite, droite est à moins 0,3, gauche est à moins 1,8, mais qu'on a ni gauche ni droite ici qui est à 2,8, alors qu'avant il était à 0,49. 495 si on arrondit un peu moins. Donc voilà, les coefficients marginaux vont pas être les mêmes. Pourquoi ils sont pas les mêmes? Tout simplement parce que notre tableau de Brest rend compte différemment, en fait,
de la réalité qui est mesurée, qui est observée à travers l'enquête. C'est-à-dire que dans notre petit schéma là, de décomposition, le, l'approximation des écarts à l'indépendance va rendre compte d'un aspect des écarts à l'indépendance, mais pas de l'ensemble des écarts à l'indépendance. Et ce qui n'est pas pris en compte par l'approximation des écarts à l'indépendance se retrouve dans le reste. Ok ? Mais bien entendu, c'est la dimension la plus grande qui se retrouve dans l'approximation des écarts à l'indépendance, bien entendu. Et donc ensuite, quand on décompose, pareil, on cherche à voir, bon ben, ce reste, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme aspect, entre guillemets, comme dimension là-dedans? Ben, il y aura une approximation du reste, et puis encore un nouveau reste. Ok? Et donc c'est bien parce que ça ne rend pas compte de la même chose que les coefficients marginaux sont différents. Ce qui va être le plus éloigné de 0 va être en fait ce qui est le plus mis en avant. Donc dans notre exemple, les coefficients marginaux en ligne les plus éloignés de 0 donc, sont relatifs aux positions de la droite et de la gauche. Dans le tableau de reste, c'est donc ni gauche ni droite. Et donc ces aspects-là sont mis en avant en fait ensuite sur notre plan à travers différents axes qu'on verra dans pas très longtemps. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut donc poursuivre cette logique-là en décomposant à nouveau le reste. Je l'ai déjà dit à l'oral, j'ai changé un petit peu la structure du diaporama, enfin j'ai commenté un petit peu plus en détail les diapos précédentes, mais c'est bien sûr la même logique. Donc voilà notre plan factoriel. On a donc ni gauche ni droite ici, on a droite et gauche, et on a le centre ici, et vous avez intérêt fort pour la religion, intérêt moyen, intérêt nul. Okay, bien sûr, à chaque fois, hein, les points sont avec la petite croix que vous voyez sur le plan. Okay. La particularité de ce plan factoriel, c'est que les segments vers le centre sont tracés. C'est vraiment juste pour faciliter la lecture que on les a là dans le plan. Mais bien entendu, dans la plupart des plans factoriels, lorsqu'il y a beaucoup de variables, on ne peut pas du tout faire ça, sinon le plan serait complètement illisible. Donc voyez la présence de ces segments, comme un soutien pédagogique, un peu comme une béquille pour apprendre à faire du vélo, si vous voulez, mais qu'ensuite on retire, quoi, bien entendu. Hein. Et il vous suffit en fait de placer une règle, si vous voulez, ou juste de regarder à l'œil nu les angles en général, on peut les voir quand même assez facilement, quoi. Alors, n'hésitez pas, donc on pourra revenir bien sûr sur ce plan que j'ai mis en plus gros pour qu'on puisse le lire plus facilement, mais on les retrouve ensuite un petit peu dézoomés, quoi. Dans le plan factoriel, tout d'abord, la première chose peut-être à remarquer, c'est qu'en fait les coefficients marginaux définissent la position des points sur l'axe. Et plus précisément, les coefficients marginaux du tableau d'approximation des écarts d'indépendance définissent la position sur l'axe 1 ici, alors que les coefficients marginaux du tableau de reste nous donnent les positions sur l'axe 2. Je vous remontre ça en retournant un petit peu en arrière. On a par exemple, on va regarder juste la droite, hein, ça nous fera moins de valeur à retenir. On a droite qui est donc à moins 3. Retenez si vous voulez, gauche est à 3,6 par exemple. Et ensuite, droite est à moins 0,3. Donc on a dit droite est à moins 3,1 et à moins 0,3. Et en effet, droite est bien sur l'axe 1 à moins 3 et quelques, et sur l'axe 2 à moins 0,3. Tandis que gauche, on avait dit, est à 3,6 sur l'axe 1, et j'ai pas regardé ce que ça donnait pour l'axe 2. On peut revenir rapidement en arrière. Gauche est donc à, je trouve plus gauche, voilà ici, à moins 1,8. En effet, ça correspond, on est juste un peu avant le moins 2 de cet axe. Ok ? Donc les coefficients marginaux nous permettent en fait de placer directement les individus dans le plan. Pour lire maintenant, parce que c'est ça qu'on va chercher à faire bien sûr, pour lire le plan, pour voir donc quelles sont les relations, quels sont les rapports entre différentes modalités, ce qu'il va falloir faire, c'est donc tracer un segment qui passe donc par le point d'origine du plan, donc par le 0, qui est donc au croisement des axes, et regarder en fait quel angle est fait entre les segments qu'on trace entre deux modalités. Si par exemple on regarde droite ici et intérêt fort,
Je trace donc un segment entre droite et l'origine du plan, puis de l'origine jusqu'à intérêt fort, et je regarde quel est l'angle que j'ai entre ces deux segments. Okay, il y a 3 options. Soit l'angle, c'est un angle aigu, qui est donc inférieur à 90 degrés. Dans ce cas-là, il y a une attraction, c'est ce qu'on voit entre droite et intérêt fort. Soit plutôt, on va avoir un angle qui est supérieur à 90 degrés, donc on parle d'angle obtus, c'est ce qu'on voit par exemple entre droite et intérêt nul, ok, droite jusqu'à 0, 0 jusqu'à intérêt nul, j'ai quasiment un angle plat, pas complètement, mais quasiment. Plat, c'est-à-dire vraiment comme une droite, quoi. Mais donc j'ai un angle qui est largement supérieur à 90 degrés, un angle très obtus. Ça nous montre bien que les deux modalités sont en opposition, et éventuellement on pourrait avoir un angle droit, c'est ce qu'on a par exemple entre intérêt moyen et gauche, où en étant proche de l'angle droit, on est donc dans une situation d'indépendance. C'est vraiment l'angle entre les segments qui relient les points à l'origine. Okay, et donc ça nous permet de voir les situations avec soit une forme d'attraction, soit une forme d'opposition, ou bien, dans le cas d'un angle droit, une forme d'indépendance. Si on regarde rapidement, on peut voir que la modalité droite est en attraction avec l'intérêt fort et avec l'intérêt moyen. La position gauche est en attraction avec intérêt nul, et à l'inverse, en opposition avec intérêt fort, tandis que droite est en opposition avec intérêt nul. Ni gauche ni droite va plutôt être en opposition avec intérêt moyen, et le centre est plutôt en opposition avec intérêt nul, et un petit peu également... ah non, pardon, c'est ni gauche ni droite ici, je me trompe complètement, et donc plutôt aussi en attraction avec intérêt fort et intérêt moyen. Ok. Il y a d'autres choses à savoir en fait pour lire le plan. Là, on a juste regardé les angles. Quand on va lire le plan, on commence en fait par regarder l'axe 1, donc à l'horizontale, les abscisses. Et ensuite, on regarde donc l'axe 2, l'axe des ordonnées, qui est donc à la verticale. On fait ça parce que l'axe 1 est celui qui est le plus significatif. Donc d'abord, on regarde ce qui est le plus éloigné à gauche ou à droite, puis ce qui est plutôt en bas ou plutôt en haut. On va regarder aussi à quel point les modalités sont loin du centre. Lorsque le segment qui relie donc une modalité au centre, donc à l'origine, est grand, lorsque ce segment est grand, alors c'est un point qui est significatif, qui est très significatif, en tout cas qui est plus significatif que s'il était proche du centre. Par exemple, pour ce qui est de l'axe 1, droite est plus significatif que centre, parce que le segment qui relie droite à l'origine est plus grand que le segment qui relie centre à l'origine. Ça veut dire qu'il contribue davantage en fait à notre axe. Alors il y a une petite prudence à avoir malgré tout là-dessus. Si jamais vous aviez un plan dans lequel il y avait une valeur qui était vraiment très très loin de l'origine, beaucoup plus que toutes les autres, ok, en imaginant vraiment, je vais essayer de me placer par exemple ici. Imaginez si on avait un point qui était ici dans le plan, donc vraiment de façon extrêmement décentrée, avec une position très marginale, peut-être que ça pourrait témoigner soit d'une erreur dans les données, soit en fait d'un comportement qui devrait probablement être analysé différemment, parce qu'en fait il vient construire à lui seul l'ensemble du plan, et donc nous rend assez peu compte finalement des relations des autres modalités, quoi. Ça peut être un comportement un peu différent de ce qu'on cherche à observer. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit, je crois que j'ai pas complètement respecté non plus le, le diapo, mais donc voilà, on retrouve cette idée, donc les points qui s'échappent beaucoup, donc qui sont très loin de l'origine, peuvent en fait poser des difficultés de lecture, et oui, ça peut être bien sûr aussi des effectifs très faibles, je disais des erreurs dans les données, mais ça peut être ça aussi qui rend le calcul problématique. Ce qu'on va chercher à voir ensuite, c'est à quel point nos différents plans factoriels qu'on va pouvoir faire à partir de nos décompositions successives, nos approximations successives, vont être significatifs ou non. Et en fait, on va pouvoir calculer
le qui 2 de notre tableau, donc on a déjà vu ça, donc je vais pas re-rentrer dans tout le détail du fonctionnement du qui 2, mais en tout cas on peut calculer le qui 2 du tableau, et en gros, à partir du qui 2 du tableau, on va essayer de savoir à quel point donc notre plan euh, est significatif ou non. On peut donc oui, je vous ai remis quand même un petit peu le détail là dans le diapo. On peut calculer donc le qui de max, nombre de modalités, etc. Je vous laisse revoir ça éventuellement rapidement. Ce qui va vraiment nous intéresser là dans les analyses factorielles, c'est ce qu'on appelle l'inertie du plan. L'inertie du plan, c'est donc euh, à quel point le tableau signifie un éloignement vis-à-vis de la situation d'indépendance qui est fort, à quel point il témoigne d'une dimension, d'un aspect, j'avais dit je crois tout à l'heure, de ce qu'on cherche à décomposer, qui est grand, qui est significatif. On peut donc également calculer donc, phi2, vous avez ça ici, et pareil, donc ça va nous permettre d'apprécier ça de façon un petit peu différente. On va moins rentrer dans le détail pour tout ça, parce que si on continue en fait à pousser tout ça, ça va nous amener à plus distinguer également le fonctionnement donc, des AFC, des ACM, etc. Je reste volontairement un petit peu vague là-dessus, mais en gros, j'essaie de vous donner un aperçu de comment est-ce qu'on voit à quel point on va enchaîner les plans successifs. Et pourquoi les premiers plans sont davantage significatifs que les suivants. C'est tout simplement parce que donc, dans notre décomposition successive ici, là, les premiers tableaux qu'on va faire par rapport donc, aux suivants vont donc avoir une inertie plus importante dans le plan. Donc voilà, on va regarder ensuite, je me trompe pas, on était là, ouais. On va pouvoir regarder rapidement quelques plans, simplement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler quand c'est des plans qui sont beaucoup plus vastes. Ici, on a donc un plan avec des pratiques culturelles. Remarquez bien qu'on a des variables supplémentaires. Sexe, âge, diplôme. Remarquez aussi que ces variables supplémentaires, leurs modalités sont reliées par des segments, de façon à faciliter la lecture du plan. Donc on a donc par exemple en termes de classe d'âge 75 et plus, 65, 74, 55, etc. Voilà. Où là on a les niveaux de diplôme, pareil avec la même logique. C'est également donc de façon à faciliter la lecture du plan. Et donc dans cet article en particulier, on voit qu'il y a aussi donc différents regroupements qui sont faits, et le fait que ces points-là soient soulignés nous indique en fait que ce sont des constructions que les auteurs ont rajoutées pour faciliter la lecture du plan. Vous remarquez aussi bien sûr que les modalités qui sont présentes sont abrégées pour être plus faciles à lire. Et en général, bien sûr, les articles en fait donnent à voir un petit peu ce dont il s'agit, quoi. Okay. Le plan en détail là que je vous montre, il vient donc de l'article suivant, les sorties culturelles des Français et des Françaises. Et plus spécifiquement, c'est donc une figure qui est intitulée l'espace des sorties culturelles des Français et des Françaises, plan factoriel, donc des axes 1 et 2. Je vous laisse consulter la clé de lecture qui est donnée par les auteurs. Ça vous donne un exemple, en fait, bien sûr, d'interprétation du plan factoriel. Retenez bien à nouveau hein, que les variables supplémentaires sont projetées donc, sur le plan factoriel, mais ne participent pas à sa construction. Elles ne sont pas présentes dans les décompositions qu'on calcule, comme on l'a vu auparavant. Okay. Donc vous pouvez voir là, bien entendu, comment c'est explicité par les auteurs. Hein. À gauche du premier axe, les modalités actives les plus contributives sont plutôt avoir visité dans l'année un musée, etc. Donc en fait plutôt des pratiques culturelles légitimes que qualifient de classiques. Donc associées en termes de variables supplémentaires à un haut niveau d'études et des catégories socio-professionnelles plutôt valorisées, tandis que à droite, on va avoir des pratiques qui sont plus fréquentes dans l'ensemble de la vie des gens et qui correspondent moins à une culture qui est très légitimée dans les institutions, etc. Donc qui témoignent pas du tout du même rapport à
à la culture, quoi, on est d'accord? Donc plutôt des pratiquants très diplômés ou des pratiquants faiblement diplômés. Tandis que le deuxième axe, va distinguer en fait, beaucoup des classes d'âge. C'est vrai que j'ai peut-être moins insisté là-dessus, mais si vous remarquez, là, vous allez avoir tout en bas, pour l'axe 2, plutôt des pratiques festives, heu, d'individus jeunes. Remarquez aussi en termes de classe d'âge, on a bien cette progression, dans la dans le au niveau de l'axe 2, selon donc, des classes d'âge. Hem et donc c'est ça l'opposition qui va structurer le 2e axe, du plan. Si on regarde vite fait un autre plan factoriel, qui cette fois donc, de Bourdieu, qui est tiré des ouvrages, notamment, La Distinction, enfin je crois que je l'ai pris ailleurs celui-là, il me semble. Hem, je croyais que vous avez remis la référence, mais, je dois me tromper. Mais il est présent dans La Distinction et il le remet, dans Raison pratique. Bah oui, si, je vous ai mis la référence, je suis bête, je lis pas mon diapo, mais voilà, c'est ça. Il le met dans Raison pratique, mais en renvoyant, à La Distinction. Et donc on voit là comment en fait, les pratiques culturelles, vont donc, heu, être plutôt liées, à donc d'abord un capital culturel plutôt important et un capital culturel économique moins important, ou alors à l'inverse, un capital culturel moins important et un capital économique plus important, ou bien à la possession d'un capital global, donc avec, tous les types de capitaux, confondus. Ces légendes-là, on est d'accord, c'est Bourdieu qui les rajoute, de façon à rendre ces analyses plus intelligibles. Elles sont pas présentes en tant que telles dans le plan factoriel, hein, c'est bien l'interprétation de Bourdieu qui permet de les voir, de la même façon que là, ici, il nous trace une droite en pointillé de façon enfin une courbe en pointillé de façon à faciliter la lecture du plan, à distinguer les espaces. Mais pareil, là, c'est le travail d'interprétation de Bourdieu qui est présent immédiatement dans le plan. Mais par exemple, on peut voir que, je sais pas, la pratique de l'accordéon, par exemple, est plutôt en opposition avec, la pratique des échecs. Les gens qui font des échecs font rarement aussi donc, de l'accordéon, alors que la pratique de l'accordéon va plutôt avec, par exemple, la consommation de vin rouge ordinaire, ou la pratique, de la belote, du football, et cetera. Hem Alors, en opposition, on aurait plutôt donc la pratique des échecs, donc avec l'accordéon, la consommation de whisky aussi en opposition avec, l'accordéon. Alors donc que, encore une fois, il y aurait une attraction entre le fait de jouer aux échecs et de boire du whisky. Par exemple également de jouer du piano ou de faire du golf ou de jouer au bridge. Donc on voit là comment, en fait, par exemple, les jeux de cartes, on a le bridge ici, la belote ici, qui témoignent donc de pratiques culturelles différentes. Donc là, on est vraiment sur l'axe 2. Si on regarde plutôt ce qui s'oppose sur l'axe 1, en théorie, il faut commencer par là, hein, je vous rappelle, on voit comment les votes politiques, par exemple, sont situés dans des côtés donc de l'axe 1 qui sont complètement différents, et on a donc là par exemple pratique de la guitare ou de l'expression corporelle, ou la pratique de la pétanque et la consommation donc de Pernod mousseux. On a bien sûr la pratique de la chasse ici, qui est plutôt associée au vote à droite. Donc vous voyez comment en fait ça va dessiner ce plan factoriel, hem, un espace social avec des pratiques sociales qui s'opposent et qui dessinent comme ça des formes de structures qui témoignent des positions que, l'ensemble de ces pratiques vont avoir les unes par rapport aux autres. C'est vraiment ça qui rend le plan factoriel, en fait, intéressant pour Bourdieu, en particulier peut-être, mais en fait aussi par les bourdieusiens qui reprennent, ses travaux et puis la théorisation qu'il propose, dans le sens où le plan factoriel donne à voir la structure sociale que les théories, bourdieusiennes, cherchent à donner à voir, en fait. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien la logique du plan, en particulier déjà en termes de lecture du plan, parce qu'évidemment, ces plans factoriels qui sont très présents dans les travaux de Bourdieu, si on n'a pas la clé de lecture, si on ne sait pas comment les lire, c'est assez difficile à improviser, hein. Le fait de penser à faire un segment d'une modalité jusque donc à l'origine du plan, puis de repartir vers une autre modalité et regarder quel est l'angle, bon, c'est évidemment pas quelque chose qu'on improvise.
Mais vous voyez aussi comment le plan factoriel, là, c'est aussi un outil de communication, bien entendu, pour Bourdieu. On n'a pas les positions exactes des modalités, donc en faire une lecture très précise, évidemment, c'est pas possible. C'est pas l'objectif, là, dans cette enquête-là. Hem, C'était peut-être davantage faisable. Heu, Ici, non plus, on fait pas apparaître les points, en fait, des modalités. Et si jamais vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement pour faciliter la lecture aussi, parce qu'en enlevant ces éléments-là, on évite de trop surcharger le plan et on estime que c'est pas nécessaire pour en faire la lecture, quoi. Donc voilà. J'espère que le fonctionnement des plans factoriels est clair, sur donc les logiques de la lecture du plan. Et en fait, on va rediscuter ensuite un petit peu le principe même d'une analyse factorielle par rapport à d'autres types d'analyses, de façon à peut-être, mieux rendre évident les particularités de l'analyse factorielle. Et je vous dis, à très bientôt.